Bonjour les élèves et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer le phénomène du magnétisme. Le magnétisme est une force fondamentale présente partout autour de nous et le domaine est crucial pour l'électrotechnique car il est essentiel à la compréhension d'une grande partie de cette discipline. Et maintenant, je vais basculer sur le document que nous allons explorer ensemble. Voilà. C'est le premier document de la nouvelle playlist physique appliquée. Première leçon, le magnétisme. Et ici, on a les sources d'information et le fait PHET. Et c'est un laboratoire virtuel, laboratoire virtuel de physique, de chimie et des mathématiques, et que j'utiliserai pour quelques animations. Ça vient de l'Université de Colorado. Donc, le magnétisme est une force fondamentale de la nature. Liée au champ magnétique. Et là, on peut faire une définition banale du champ magnétique. Allons dire que c'est l'espace où il y a une influence magnétique. Cette influence est produite par les aimants ou par le mouvement des charges électriques. Et le magnétisme est essentiel dans de nombreuses applications pratiques comme les moteurs électriques, les générateurs, les transformateurs. Les dispositifs de stockage de données comme dans les années 70 ou 80, on avait des cassettes à ruban magnétique où stocker de la musique. On avait aussi les vidéocassettes pour les films et les vidéos. Le magnétisme est, est aussi présent dans les appareils médicaux tels que l'IRM, imagerie par résonance magnétique, en anglais MRI, Magnetic Resonance Imaging. Les aimants sont des objets qui génèrent des champs magnétiques et l'influence de ces champs magnétiques, c'est d'attirer ou de repousser. Attirer ou de repousser d'autres objets en fonction des propriétés magnétiques de ces objets. On a des aimants qui existent dans la nature. Ce sont des aimants naturels et ce sont des minéraux comme le magnétite qui possèdent des propriétés magnétiques naturelles et qui sont généralement faibles en intensité. Ici, c'est la formule chimique du magnétite. Parmi les aimants artificiels, on a les aimants permanents et les aimants temporaires. Les aimants permanents sont fabriqués à partir de matériaux comme l'acier ou des alliages de fer, de nickel et de cobalt. Ces aimants conservent le magnétisme après avoir été magnétisés.
la conservation du magnétisme, dont le nom de aimant permanent. Par contre, les aimants temporaires sont des aimants qui acquièrent leurs propriétés magnétiques lorsqu'ils sont placés dans un champ magnétique, mais qui perdent leur magnétisme lorsqu'on retire le champ. Ici, on a l'exemple d'un aimant permanent en fer à cheval, en forme de fer à cheval, colorié en rouge et bleu. Et si un clou en fer qui à l'origine n'est pas magnétisé est placé près d'un aimant permanent, il devient temporairement magnétique. Et ce clou, lui-même qui est un aimant maintenant, attire d'autres clous, d'autres objets métalliques, mais dès qu'on sépare, celui-là c'est l'aimant permanent, ici ce sont les aimants temporaires. Dès qu'on sépare l'aimant permanent et l'aimant temporaire perd tout son magnétisme. Et ici, c'est le phénomène de magnétisation par induction qu'on va peut-être étudier plus profondément dans les vidéos prochaines. OK. On a aussi les électroaimants. Les électroaimants sont des aimants créés par un passage de courant dans une bobine, et qui souvent entoure un noyau, et le noyau est souvent en fer doux. Fer doux. Et la force magnétique qui est générée par la circulation du courant dans la bobine dépend de l'intensité du courant et aussi du nombre de tours de la bobine, du nombre de spires de la bobine. Maintenant, autour des propriétés fondamentales des aimants. On commence par les pôles magnétiques, et les aimants ont deux pôles, et le pôle nord et le pôle sud. Et il existe une force d'attraction entre les pôles opposés, ou bien les pôles qui sont différents, nord et sud. Okay? Par exemple, ici, entre ces deux barres aimantées, et il existe une force d'attraction ici et aussi ici. C'est ça qu'on appelle les pôles opposés s'attirent. Tandis que les pôles similaires veut dire même pôle, même type de pôle, nord et nord, ou bien sud et sud, se repoussent. Dans les diagrammes qui est ici, qui sont ici, OK? Et il existe une force de répulsion. OK. Bon, maintenant, une définition informelle du champ magnétique. Le champ magnétique, c'est une zone invisible en 3 dimensions, tridimensionnelle, où des forces magnétiques peuvent agir sur des objets comme le fer ou d'autres aimants. C'est l'espace où l'influence de l'aimant peut se faire sentir. Et ce champ est représenté par des lignes de champ magnétique qui sortent du pôle nord
et entre dans le pôle sud, comme démontré ici. Okay? On a une barre aimantée, le pôle nord est en rouge, alors que le pôle sud est colorié en vert. Les lignes des champs sortent du pôle nord pour se diriger vers le pôle sud à l'extérieur de l'aimant. Il faut bien préciser, à l'extérieur de l'aimant. OK? Et l'intensité du champ magnétique diminue avec la distance à l'aimant, ce qui est représenté par une augmentation de l'écartement ou de l'espacement entre les lignes des champs. Ici, l'espace est plus grand, l'intensité est plus faible qu'ici. L'espace est plus petit, l'intensité est très forte. Et on voit que la distance depuis l'aimant est plus petite ici qu'ici. Et propriété des lignes des champs magnétiques, l'orientation, et on a déjà mentionné ça, et il sort du pôle nord pour se diriger vers le sud à l'extérieur de l'aimant, et du sud vers le nord à l'intérieur de l'aimant, au sein du noyau magnétique, nord-sud à l'extérieur. Ça sort du pôle nord pour se diriger vers le pôle sud, mais à l'intérieur, les lignes de champ continuent pour se diriger vers le pôle nord, ok, de sud vers le nord à l'intérieur de l'aimant pour former une courbe fermée. Une courbe fermée. Ou bien, boucle fermée. OK? Et c'est ça qu'on appelle le continuum. OK? Le continuum, les lignes de champ magnétique sont continues, c'est-à-dire qu'elles forment des boucles fermées, elles ne s'arrêtent pas. OK? Ça n'existe pas qu'on a des lignes de champ comme ça ou bien comme ça. OK? Ça n'existe pas dans la nature. Proximité des lignes, ça aussi, on l'a mentionné en haut. Plus les lignes des champs sont proches les unes des autres, plus l'intensité du champ magnétique est forte. À l'inverse, lorsque les lignes sont éloignées, le champ est plus faible. Non-intersection des lignes des champs. Deux lignes de champ magnétique ne se croisent jamais. Et si cela se produisait, bien sûr, cela signifierait qu'il y aurait deux directions du champ magnétique au même endroit, ce qui est impossible. OK? Ça veut dire que ça n'existe pas. En tout cas, pas dans notre univers. Ici, on a une représentation du champ magnétique d'une barre aimantée, barre rectangulaire. Les lignes de champ sortent du pôle nord pour se diriger vers le pôle sud à l'extérieur et du sud vers le nord à l'intérieur. Ici, on a le champ magnétique d'une fer, d'un aimant, pardon, en fer à cheval, en forme de fer à cheval. OK? À l'extérieur, les lignes de champ se dirigent du pôle nord vers le pôle sud. Et ici, on voit que l'espace entre les lignes des champs sont quasiment égales. Ici, on peut dire qu'on a un champ magnétique
uniforme ou bien avec une intensité uniforme. Symétrie. Dans un champ magnétique uniforme, les lignes de champ sont parallèles et espacées régulièrement, comme ici. L'influence des matériaux sur les champs magnétiques. Les lignes de champ magnétique peuvent être déviées par certains matériaux ou bien par d'autres aimants, mais là, on traite les matériaux, notamment les matériaux ferromagnétiques comme le fer, qui concentrent les lignes de champ dans leur intérieur. On a trois exemples qui sont ici. OK? Ici, c'est la barre aimantée, pôle nord qui est ici. Ici, c'est le pôle sud. Et comme vous voyez, le noyau de fer doux, pas le noyau, la pièce métallique qui est ici, en fer doux, concentre toutes les lignes de champ dans son intérieur. Pareil ici et pareil ici aussi. Okay? Tout le champ magnétique est concentré à l'intérieur de la pièce en fer doux. Et puis ici, on a les lignes de champ magnétique autour de différentes configurations de deux bords aimantés. Okay? Pôle nord, pôle sud, pôle sud, pôle nord. Les lignes de champ se dirigent toujours du pôle nord vers le pôle sud. Pareil ici aussi. Et normalement, là, on a une force d'attraction entre les deux, les deux, les deux bords aimantés. Par contre, ici, et là, toujours, les lignes de champ se dirigent du pôle nord vers le pôle sud et peut-être ça et forme des boucles fermées. Peut-être ce sera comme ça dans un espace plus grand. Et ici, comme vous voyez, il n'y a pas de ligne de champ. OK? Et ici, il existe une force de répulsion. OK? Ici, une force d'attraction. Ici, une force de répulsion. Bon, maintenant, je dois corriger ça. Voilà, c'est fait. Et maintenant, c'est quoi l'origine du magnétisme dans les matériaux? Et depuis le XVIIe siècle, avec, avec les scientifiques, les ingénieurs et les scientifiques, comme Charles-Augustin de Coulomb, on avait aussi, on a eu aussi le scientifique danois Ørsted, Charles-Augustin de Coulomb. On a eu aussi André-Marie Ampère de France, qui était un génie et à son époque. On a eu aussi Jean-Baptiste Biot et Félix Savart. Et puis
les Anglais et Michael Faraday. Et aussi Lorentz, ok, et, et d'autres scientifiques qui ont essayé de comprendre l'origine et les propriétés du magnétisme. Ok? Et c'est très compliqué, et c'est pas si évident que ça. Et allons dire que pour nous, à notre niveau, on se satisfera des explications suivantes. Ok? Le magnétisme est dû au mouvement des électrons dans les atomes. Et le mouvement consiste du spin des électrons, c'est-à-dire les électrons tournent sur eux-mêmes, les électrons tournent sur eux-mêmes, créant de petits champs magnétiques. On a aussi le noyau dans, dans l'atome, de l'atome, et puis autour, on a ce qu'on appelle les orbites d'électrons, et puisque l'électron suit et un orbite autour du noyau de l'atome, ok, c'est-à-dire l'électron, en plus de son spin, et il tourne autour du noyau, on a le courant orbital. Le mouvement des électrons autour du noyau génère également un champ magnétique. Et puis, on a ce qu'on appelle les domaines magnétiques. Et dans les matériaux ferromagnétiques, les champs magnétiques individuels des atomes s'alignent pour former ce qu'on appelle des domaines magnétiques, aussi connus comme domaines de West. Et lorsque ces domaines sont alignés entre eux, le matériau devient un aimant. OK? Et je pense que c'est suffisant pour nous, à notre niveau, pour avoir une idée de l'origine du magnétisme. Mais c'est très complexe parce qu'il y a aussi l'explication de la physique quantique que l'électron, en fait, l'électron n'est pas, n'est pas localisé. L'électron n'est pas localisé. On a le noyau et puis on a, par exemple, si on a un électron, et en fait, un électron n'est jamais localisé à, à une place, et on parle de nuages d'électrons, on parle de nuages d'électrons où l'électron peut être à la fois dans, dans sept nuages, OK, à la fois partout et en même temps dans le nuage d'électrons. Et le nuage d'électrons aussi, elle tourne, donc c'est très compliqué. On ne va pas entrer dans ces détails de physique quantique. Moi-même, j'ai du mal à comprendre tout ça. OK. Comportement des matériaux face à un champ magnétique. On a trois types de matériaux. On a le plus usuel, OK, les matériaux ferro le plus commun, les matériaux ferromagnétiques tels que le fer, le cobalt et le nickel, qui sont fortement attirés par les deux pôles des aimants. Par le pôle nord, il y a une force d'attraction. Par le pôle sud, il y a une force d'attraction. Ce sont les matériaux ferromagnétiques tels que le cobalt, le fer, principalement le fer, mais le cobalt et le nickel aussi. On a les matériaux paramagnétiques
qui sont faiblement attirés par un seul pôle d'un aimant. OK? On a les matériaux diamagnétiques. Ce sont des matériaux qui sont faiblement repoussés par les champs magnétiques. Et et le matériau principal qu'on va étudier, qu'on se sert dans l'électrotechnique, ce sont les matériaux ferromagnétiques. Le cours sera principalement axé sur les matériaux ferromagnétiques, leurs propriétés et leurs applications. Effet de la température sur les aimants. Et lorsqu'on chauffe un matériau magnétique, un aimant, et il existe une température et où les effets magnétiques de l'aimant deviennent nuls, c'est la température de Curie, en l'honneur non pas de Marie Curie, mais de son mari, Pierre Curie. C'est la température à laquelle le matériau perd son aimantation permanente. Bon, maintenant, la boussole et le champ magnétique terrestre, il faut savoir que la Terre possède un champ magnétique et la boussole, c'est un appareil qui nous montre la direction du champ magnétique terrestre. Elle consiste d'une aiguille aimantée, une fine barre aimantée généralement équilibrée sur un pivot pour lui permettre de tourner librement. Elle a bien sûr une aiguille aimantée. L'aiguille a deux extrémités et elle a deux pôles magnétiques, pôle nord et pôle sud. Normalement, dans les boussoles, le pôle nord est souvent indiqué en rouge et le pôle sud est souvent indiqué en bleu, parfois en vert ou même en blanc, mais le pôle nord est presque souvent ou bien quasiment indiqué en rouge, bien toujours indiqué en rouge. On a un cadran circulaire avec des marquages des directions cardinales, dont la boussole est quelque chose comme ça, nord, sud, est, ouest, nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest. Et l'aimant est ici, et avec le pôle nord et le pôle sud, et on doit orienter la boussole de telle façon que la partie en rouge coïncide avec le nord qui est ici, et alors on connaîtra la direction du pôle nord terrestre. Le pivot permet à l'aiguille de tourner librement pour s'aligner avec un champ magnétique. La partie rouge de l'aiguille se pointe toujours vers le pôle sud magnétique. Là, on a une petite confusion. Donc, on va sur le site de l'Université de Colorado. Je pense que le site existe dans la langue française aussi. OK. On va sur, comme vous voyez, on a plusieurs thèmes de simulation, physique, mathématiques et statistiques, chimie, et la Terre et l'espace, et biologie, etc. Donc, on va sur physique, electricity, magnets and circuits, magnet and compass,
Voilà. Et on appuie sur Play, ici. Et voilà, on a notre boussole là, où le pôle nord de l'aiguille est en rouge et le pôle sud est colorié en blanc. Et on voit que le pôle sud est attiré vers le pôle nord de la barre aimantée, alors que le pôle nord est attiré vers le pôle sud de la barre aimantée. Et si on déplace la boussole, et on peut facilement voir et les lignes, la direction des lignes de champ. Par exemple, ici, les lignes de champ et qui passent à travers la boussole commencent quelque part ici pour tourner et se diriger vers le pôle sud. Donc, maintenant, autour de la Terre. Voilà. La, la Terre. La Terre se comporte comme un grand aimant où il existe un pôle nord et un pôle sud. Et le pôle sud magnétique coïncide presque avec le pôle nord. Il y a une différence, mais allons dire que pour le moment, on peut dire que le pôle nord, le pôle sud magnétique coïncide avec le pôle nord géographique. Et le pôle nord magnétique coïncide avec le pôle sud géographique. Donc, si on prend notre boussole, on, on le place n'importe à n'importe quelle location, ok, géographique, le pôle nord de l'aiguille aimantée indique toujours la direction du pôle sud magnétique du champ terrestre, donc qui coïncide avec le pôle nord géographique. Donc, le pôle nord de l'aiguille aimantée et nous montre la direction du pôle sud géographique. Je pense que c'est clair. Vous pouvez aller sur le site, visiter le site fait.colorado.edu, ok, et vous pouvez faire l'expérience vous-même. Ok. On retourne à notre document. Aliment avec le champ terrestre. La Terre se comporte comme un énorme aimant avec un champ magnétique généré par les mouvements de fer et du nickel liquide dans son noyau externe. Et on a deux noyaux, deux parties du noyau terrestre. On a le noyau intérieur et le noyau extérieur. Et c'est à cause du mouvement du noyau extérieur que le champ magnétique terrestre existe. Ici, c'est la Terre. Complet. Ce champ magnétique s'étend dans l'espace, formant ce qu'on appelle le magnétosphère. L'aiguille aimantée de la boussole s'aligne naturellement avec les lignes de champ magnétique terrestre, comme on a vu dans la simulation. Le pôle nord magnétique de l'aiguille pointe vers le pôle nord géographique, car le pôle nord géographique est en fait
un pôle sud magnétique. De manière similaire, le pôle sud magnétique de l'aiguille pointe vers le pôle sud géographique. Bon, maintenant, puisqu'on a déjà introduit, on a une idée générale de c'est quoi le champ magnétique et quels sont les éléments qui génèrent le champ magnétique et c'est quoi une boussole, c'est quoi l'origine de la force magnétique, le spin des électrons, le courant orbital, l'alignement des domaines magnétiques et on doit pouvoir eh, dessiner, on doit avoir la capacité de dessiner les lignes des champs magnétiques dans les différentes configurations. OK? On sait aussi que le fer doux concentre les lignes des champs. Okay? Et on connaît les propriétés des lignes de champs magnétiques. On connaît que les pôles magnétiques s'attirent ou se repoussent, les pôles identiques se repoussent et les pôles opposés s'attirent. On a aussi introduit que le magnétisme peut se produire par l'électroaimant, un courant dans une bobine et souvent qui entoure un noyau de fer doux parce que le noyau de fer doux concentre les forces magnétiques. Et voilà. Et maintenant, on va plus vers les lois et la physique appliquée, les formules de physique appliquée qui expliquent, et les forces magnétiques. Et la première loi, c'est la loi de force magnétique de Coulomb. Coulomb, Charles, scientiste français, Charles Augustin de Coulomb. Il a aussi travaillé sur le champ électrique et d'autres thèmes de physique. Donc, Coulomb a découvert que la force entre deux pôles magnétiques situés dans un milieu est proportionnelle à leur force polaire. La force entre deux pôles magnétiques, allons dire pôle nord et pôle sud, ici la force est attractive, ok, est inversement proportionnelle, on va dire proportionnelle à leur force polaire. On n'a pas encore défini c'est quoi la force polaire. Et il a aussi découvert que la force magnétique est inversement proportionnelle au carré de la distance qui le sépare. R, inversement, la force est inversement proportionnelle au carré, à R carré, 1 sur R carré, pardon, est inversement proportionnelle à la perméabilité absolue du milieu environnant. Le milieu environnant, c'est ça, et a une caractéristique qui s'appelle perméabilité absolue et dénommée par, représentée par la lettre mu. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. En anglais, ça s'appelle mu. Et je vais rester sur cette prononciation. La perméabilité d'un milieu est une propriété qui influence les phénomènes magnétiques et chaque milieu est supposé posséder deux types de perméabilité. La perméabilité absolue, c'est ça qu'on a mentionné ici, et la perméabilité relative, mu R.
pour mesurer la perméabilité relative, le vide, on doit avoir une référence. Comme c'était le cas de la permittivité électrique, on avait epsilon 0 pour la permittivité du vide et epsilon R, la permittivité électrique, permittivité, toujours découvert par Coulomb, et là c'était la permittivité absolue, relative, vide, absolu. Donc, identique, idem, pour la perméabilité magnétique, et on choisit le vide ou l'espace libre comme milieu de référence. Pareil comme dans le cas de la permittivité. Et la valeur de la perméabilité du vide, c'est 4pi fois 10 à la puissance de moins 7 fois 10 exposant moins 7 Henri par mètre, H par mètre. Et mu, la perméabilité absolue, égale à la perméabilité du vide multiplié par la perméabilité relative. Et la perméabilité relative pour le vide, bien sûr, égale à 1 pour le vide. Et aussi, allons dire, on peut faire l'approximation pour l'air libre. Donc, si M1 et M2 représentent les forces magnétiques des deux pôles et l'unité n'étant pas encore définie, R est la distance qui sépare et mu, la perméabilité absolue du milieu, alors la valeur du module de la force. Parce que la force est un vecteur. Ici, on parle de la valeur absolue du module ou bien la norme de la force. Okay? La force est proportionnelle à M1 fois M2 divisé par mu, la perméabilité absolue, et fois R carré. Et on remplace le symbole de la proportionnalité par égalité et on introduit le constant K. La constante K qui est égale à 1 sur 4 pi. Et maintenant, si M1 est égal à M2 est égal à M, c'est-à-dire les deux pôles magnétiques sont de force similaire, on obtient, et si R est égal à 1 mètre, M, pôle nord M, pôle sud M, pôle nord, pôle sud M, M, la distance égale à 1 mètre, et la force égale à M carré divisé par 4 pi, parce que la constante K, c'est 1 sur 4 pi, fois mu 0, et la perméabilité du vide, si l'espace c'est le vide ou bien c'est l'air. Et si M carré égale à 1, et
M égale à plus moins 1, plus moins, et ça représente la polarité. Est-ce que c'est le pôle nord ou le pôle sud? Est-ce que la force est attractive ou répulsive? OK? Et l'unité de la force est le Web. En français, peut-être ça se prononce Weber. OK? W-E-B-B-E-R, symbole gros W, petit b. Ainsi, un pôle magnétique unitaire de 1 Weber peut être défini comme un pôle qui, lorsqu'il est placé dans le vide à une distance d'1 mètre d'un autre pôle similaire et de même intensité, le repousse avec une force F de 1 sur 4 pi et mu 0 newton. OK? Ça, c'est la définition et de la force magnétique et la définition est de la force magnétique de 1 Weber. Voilà. Et j'espère que c'est clair. OK? Et maintenant, autour de l'intensité du champ magnétique. Et il faut savoir que, avant de continuer avec l'intensité du champ magnétique, il faut savoir que ces formules ont été développées par Coulomb et qui ne croyait pas dans le champ magnétique. Et pour lui, et c'était seulement des interactions entre les forces. OK? Et aussi, on connaît que le l'aimant a toujours deux pôles, pôle nord et pôle sud. Et ici, on parle de monopôle magnétique. On oublie pôle nord, pôle sud. On oublie que l'aimant a un autre pôle et on ignore son influence. Et Coulomb a pu faire ça parce que il a pris des aimants qui étaient, allons dire, assez longs et l'influence de ce pôle était ignorée sur celle-là, due à sa longueur. Maintenant, autour de l'intensité du champ magnétique H, à ne pas confondre avec B. Souvent, j'ai vu que on appelait B intensité du champ magnétique. On verra B plus tard. OK? L'intensité du champ magnétique H est un point, pardon, est numériquement égal à la force exercée par le champ sur un pôle magnétique de 1 Weber placé en ce point. Donc, depuis la formule de Coulomb, F est égal à M1, M2 divisé par 4 pi perméabilité absolue R carré Newton. Et si M2 est égal à 1 Weber, c'est ça qu'il nous dit là. OK? Et sur un pôle magnétique de 1 Weber. Donc, on a, allons dire pôle nord, un aimant avec une force magnétique de
M1 Weber. Et ici, on place un deuxième pôle magnétique de 1 Weber. Ici, c'est M1 Weber. OK? Donc, M2 est égal à 1 Weber. Et on voit que la force devient M1 sur 4pi divisé par mu R carré Newton. Et c'est ça qu'on appelle H. L'intensité du champ magnétique, c'est la force exercée par le champ sur un pôle magnétique de 1 Weber. Donc, l'unité, c'est Newton, Newton par Weber. OK? Et si on fait l'équivalent, et ça équivaut à ampère par mètre aussi. Bon, dans Saint-Terre-Livre, on voit que les notations vectorielles sont utilisées et à la place de 1 sur R carré, et on retrouve 1 sur R cube ou bien 1 sur R à la puissance de 3. Tout simplement parce que, dû aux notations vectorielles, okay, la force, c'est un vecteur, égal à M1, M2 divisé par 4 pi mu R carré dans la direction du vecteur unitaire R. Et on connaît que le vecteur unitaire égale au vecteur R divisé par le module du vecteur. OK? Et le module du vecteur égale à R directement. Donc, ceci est remplacé par R, le vecteur R divisé par R, et R fois R carré devient R à la puissance de 3, d'où la notation dans certains livres, okay, de la force et aussi de l'intensité du champ magnétique H. Et maintenant, nous avons un exemple très simple. Un aimant à section carrée de 5 par 5 cm, aimant à section carrée de 5 par 5 cm, avec une force polaire de 3 fois 10 à la puissance de moins 3 Weber, calculer l'intensité du champ magnétique à une distance de 50 cm du pôle dans l'air. OK. Donc, les données sont la force polaire égale à 3 fois 10 à la puissance de moins 3, élevée à la puissance de moins 3 Weber. La distance est 50 cm, il faut convertir en mètres, égale à 0,5 mètres. Et on peut assumer que la perméabilité de l'air est égale à la perméabilité du vide, mu 0, 4 pi fois 10 à la puissance de moins 7 Henri par mètre. Et la formule de l'intensité magnétique égale à M. M, c'est la force polaire de l'aimant, qui est égale à 3 fois 10 à la puissance de moins 3 Weber, divisé par 4 pi. On se rappelle que la constante K égale à 1 sur 4 pi, multiplié par 4 pi fois 10 à la puissance de moins 7,
Ça, c'est la valeur de la perméabilité de l'air ou de l'espace, mu 0, et R, c'est 0,5 au carré. Et en tapant tout ça sur la calculatrice, on obtient 760 newtons par Weber. On doit aussi savoir c'est quoi le potentiel magnétique, dénommé par gros M, le flux magnétique phi et la densité du flux magnétique B. OK? Et parfois, les gens interchangent la définition de l'intensité magnétique H avec la densité du flux magnétique B. OK? Il ne faut pas faire cette confusion. Et le potentiel magnétique est en un point donné dans un champ magnétique est mesuré par, donc, allons dire, on a une barre aimantée, le pôle nord, pôle sud, dont on a le champ magnétique qui est représenté ici, comme ça. Et le potentiel magnétique en un point donné, allons dire ici, la distance est R depuis le pôle nord, est mesuré par le travail. Le travail, c'est l'énergie en joules effectuée pour déplacer un pôle nord d'une intensité de 1 Weber depuis l'infini. 1 Weber. Combien d'énergie il faut pour déplacer un pôle nord unitaire de 1 Weber vers, depuis l'infini, vers le point qu'on a choisi, c'est-à-dire à une distance R du champ magnétique de l'aimant. Il est exprimé par la formule. On ne va pas entrer dans les dérivations. Il est exprimé par la formule M, la force magnétique de l'aimant, divisé par 4pi, perméabilité de l'espace, fois R, la distance depuis le pôle en question. M est le potentiel magnétique en ce point. Grand M, petit m est la force du pôle magnétique en Weber. M Weber, distance R. OK. Mu est la perméabilité du milieu. Ici, le milieu, c'est l'espace. En fait, la formule devrait être mu R, mu 0. R est la distance entre le pôle nord et le point où le potentiel est mesuré. Et puisque c'est le travail par Weber, donc l'unité, c'est joule par Weber. Joule par Weber. Le potentiel magnétique est une grandeur scalaire, ce qui signifie qu'il n'a pas de direction. Ce n'est pas un vecteur.
Le flux magnétique phi et l'unité est la même que celle de la force magnétique, la force du pôle magnétique. Et la définition, c'est un pôle magnétique nord ou sud peut être considéré comme la source ou le puits du flux magnétique. Si un pôle nord émet un flux magnétique de phi Weber, cela signifie qu'une certaine quantité de champ magnétique sort de ce pôle pour se diriger vers le pôle sud. Et ce flux magnétique est représenté par les lignes de champ. Allons dire que ici, normalement, on a une infinité de lignes de champ, mais allons dire pour une expérimentation de la pensée, on a 3 lignes de champ qui sortent ici du pôle nord. 3 lignes de champ doivent converger vers le pôle sud. Le flux magnétique doit être conservé. Et puis, on a la densité du flux magnétique qui est souvent, et allons dire, mal compris, mal interprété, comme l'intensité du flux magnétique. En fait, ce n'est pas l'intensité du flux magnétique, comme l'intensité, pardon, comme l'intensité du champ magnétique. OK? L'intensité du champ magnétique, c'est H, unité Newton par Weber, ou bien ampère par mètre. H, unité Newton par Weber, ou bien ampère par mètre. OK? Ici, la densité du flux magnétique, déjà, c'est la densité. OK? Le flux magnétique, c'est en Weber. Donc, ça doit diviser par quelque chose. OK? Elle est définie par le flux traversant une unité de surface d'un plan perpendiculaire au flux. OK? Cela est représenté ici. On a le flux magnétique de phi Weber, représenté par ces flèches ici, qui intersectent, okay, qui tombent sur la surface A en mètres carrés et en perpendiculaire, d'un plan perpendiculaire. OK? La surface est perpendiculaire au flux magnétique. OK? Et la densité B égale à phi divisé par A, donc Weber divisé par mètre carré, et aussi appelé T en l'honneur de Nicolas Tesla, et l'ingénieur légendaire, pardon, qui a contribué énormément pour l'électrotechnique en, en, en inventant le système triphasé dans tout son ensemble, c'est-à-dire depuis la génération et la transformation de l'énergie
et aussi l'utilisation de l'énergie, le moteur Tesla, OK, depuis les années 1900. Et ça n'a presque pas changé jusqu'à présent, c'est-à-dire en 2024. Bon, il existe une relation entre la densité du flux magnétique et la perméabilité. OK? On voit que dans le diagramme qui est ici, on a une intensité H, intensité du champ magnétique en, en Henri, en P par mètre, ou bien Newton par Weber. OK? Et ici, on a un milieu où les lignes de champ, un milieu avec une perméabilité mu égale mu0, mu r, OK? Et la perméabilité absolue du matériau qui concentre les lignes de champ magnétique, OK, égale à B, densité du flux magnétique divisé par intensité du champ magnétique. Et la formule devient alors B égale à mu0, mu r, H, Weber par mètre carré. On se rappelle que densité du flux magnétique, densité de Weber, divisé par la surface perpendiculaire aux lignes de champ, OK, mètre carré. Et là, je pense que la première leçon est terminée. Ce fut un peu long et peut-être un peu compliqué avec les nouvelles concepts introduits d'intensité de champ magnétique et depuis la force de Coulomb et du potentiel magnétique, du flux magnétique phi et de la densité du flux magnétique et aussi la perméabilité magnétique, la perméabilité du milieu. OK? Et là, j'arrête le partage. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, mais si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et n'importe quel doute, veuillez poser les questions en commentaire. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Et je vous demande de vous abonner à la chaîne et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.